permettre ça, tu as déclenché une réaction en chaîne qui peut conduire l'humanité à l'apocalypse. Toi, ne dramatise pas. Toi, t'es mal barré. Toi, dans la voiture. Eh, vous pensiez quand même pas que c'était fini l'histoire de la momie? Eh non, croyez-moi, on est loin d'en avoir fini. On repart en Égypte ancienne, on va relancer l'armée d'Anubis, on va pousser tous les curseurs à fond et on est parti pour la suite du film La Momie, le retour de la momie, avec plus d'action, plus de CGI. On décortique pourquoi cette suite elle est à la fois jouissive, too much aussi, et pourquoi elle est malgré tout culte. Allez, c'est parti. Et je te le rappelle encore une fois, si toi aussi tu aimes les analyses ciné des films des années 80, 90 et 2000, pense à liker, à t'abonner, à me dire en commentaire si tu es plus team Imhotep ou team O'Connell. Et crois-moi, ça aide vraiment la chaîne, donc tu n'hésites pas. Un petit pouce, un petit abonnement, ça coûte rien et moi ça me booste. On est bientôt aux 500 abonnés, j'aurais jamais cru. On a dépassé les 330, 350, 400. Allez vas-y, fais partie de l'aventure, abonne-toi et on rentre dans la team. On est parti, on parle tout de suite du retour de la momie. Allez, c'est parti. Bonsoir. Jonathan, je crois y avoir dit plus d'orgie romaine. Alors, le retour de la momie, de quoi ça parle? On est une dizaine d'années après le premier film. Rick et Evelyn se sont mariés. Beau gosse, le mec, il a pas pris la plus moche. Et ils ont fait un enfant. Ce sont les parents du petit Alex. Et ils vont tomber sur le bracelet d'Anubis. Ils vont croiser un culte, une secte qui va ressusciter également Imhotep, alors que Rick et Evelyn avaient réussi à le renvoyer dans l'au-delà dans le premier film. Et pourquoi cette secte a ressuscité Imhotep? C'est pour vaincre le légendaire roi Scorpion et pour pouvoir commander l'armée d'Anubis. Course-poursuite à Londres, on part après au Sahara, on se retrouve avec un dirigeable, des pygmées momifiés, un boss final très piquant, je vais pas vous en dire plus, mais dégueulasse à regarder, c'est dommage. Et avec un The Rock qui fait son premier rôle au cinéma. Bon, vous voyez quand même, dit comme ça, c'est pas dégueulasse, ça donne envie. Alors, pourquoi on a ce film et aussi vite? Eh oui, parce qu'il va sortir ce film au mois de mai 2001, alors que le premier est sorti en 99, donc 2 ans après, on a déjà sa suite. Et en même temps, c'est normal, Universal, ils ont envie, suite au succès du premier, de repartir sur les chapeaux de roue, et tout le monde avait envie de revenir. Donc qu'est-ce qu'ils font? On reprend le même réalisateur, on le remet aux manettes, on augmente le budget, on le fait passer à 98 millions de dollars, on prévoit la sortie au printemps 2001 et l'objectif est simple, c'est faire le plus grand spectacle possible et forcément de faire mieux que l'épisode 1 et capitaliser sur le succès familial. Et au final, ils vont réussir parce que le film terminera avec 435 millions de chiffres dans le monde entier. C'est le 7e plus gros score en 2001, donc c'est pas si mal que ça. Pour le tournage, on repart sur le principe comme pour le premier, principalement au Royaume-Uni, dans des studios pour pouvoir faire les scènes en intérieur. On retourne au Maroc pour le désert, avec des décors à plus grande échelle cette fois-ci, avec également tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire la chaleur, la poussière, les conditions de tournage plus compliquées mais réalistes. Et ce choix de continuer à tourner dans le vrai désert, ça permet de garder la texture terrain du premier. Et le choix du vrai désert nous permet de garder la vraie texture terrain comme dans le premier film, tout en allant sur des lieux de tournage beaucoup plus importants et beaucoup plus massifs. Et pour les effets spéciaux, on reprend forcément le studio ILM. Et cette fois-ci, ils repartent toujours sur de l'hybride mais qui craque. On repart sur des effets pratiques comme sur le premier, des CGI, sauf que vous allez le voir, on va en parler par la suite, cette suite, et ils veulent en faire toujours plus.
Mais il y a un volume de plans numériques qui est beaucoup plus élevé, et je vous l'ai dit, c'est sorti très vite ce film. Donc ILM va devoir signer l'armée d'Anubis en effet numérique, le roi Scorpion, le planning est très serré, et les limites techniques de 2001 expliquent des plans qui sont aujourd'hui très critiqués. Notamment, je vous l'ai dit, le roi Scorpion en scène finale. Le boss là, il est dégueulasse à regarder, hein. C'est dégueulasse. Et il est pas dégueulasse parce que l'idée déjà en soi elle est particulière, mais à regarder c'est vraiment immonde. D'ailleurs ça me fait penser, tu voudrais pas me dire en commentaire pour toi dans ce film c'est quoi le plan CGI qui est le plus mal vieilli? Dis-le moi en commentaire, ça sera sympa. Et c'est sans transition, je viens de vous parler du roi Scorpion, et c'est les débuts au cinéma de Dwayne The Rock Johnson en roi Scorpion. Alors, c'est les débuts, ok, et on va le voir que quelques minutes à l'écran. Mais au niveau de l'impact marketing, c'est énorme. C'est au point même que ça va engendrer, comme je vous le disais dans la première vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hop, le petit lien, il est juste ici. Et comme je vous le disais dans la première vidéo, ça va même enclencher un spin-off, le Roi Scorpion, en 2002, qui sera suivi d'autres suites, sans The Rock cette fois-ci. On va pas en parler, c'est horrible à regarder, c'est dégueulasse. Si vous avez envie de voir du nanar, allez-y. Personnellement, je suis pas fan. Et le but là, c'est forcément d'aller sur quelque chose de plus gros que le premier, comme je vous le disais. Cette suite, pour moi, si on devait lui donner un slogan, je dirais toujours plus. O'Connell, avec qui tu t'es battu cette fois, hein? Oh, le lot habituel. Des momies, des pygmées, des bestioles monstrueuses. Et donc le but de ce film, c'est de retrouver justement tous les personnages du premier, parce qu'ils ont un impact émotionnel vraiment important pour tout le monde, et tout le monde a envie de les revoir. Donc, ils reviennent tous. Ça va amener justement à des petites choses, je vais vous en parler par la suite, un petit peu particulières. Je vous ai dit, ce film c'est toujours plus, mais pas forcément pour le mieux. Alors, on va retrouver Brendan Fraser, qui joue toujours Rick O'Connell. Il est moins tête brûlée que dans le premier, c'est devenu un père de famille, donc plus responsable, toujours à fond pour faire de l'action, mais plus responsable. Il est toujours efficace en tout cas, et son arc passe du solitaire aventurier du premier à père protecteur, père de famille, surtout quand son fils va être enlevé. Et donc, également, on a le retour du personnage d'Evelyn, Rachel Weisz. Et comme je vous le disais, cette fois-ci, ils sont mariés. Et là, c'est là que ça va commencer, moi, à me gêner un petit peu. Ce personnage va avoir un up de compétences vraiment phénoménal. J'ai limite l'impression que c'est pas le même personnage que dans le premier. Elle reste une archéologue toujours active, mais alors là, beaucoup plus active. Elle va avoir cette fois-ci des séquences de combat, alors que dans le premier, elle savait même pas se défendre. On va apprendre que c'est également la réincarnation de Nefertiri, la fille du pharaon qu'on voyait dans le premier film, avec des mémoires de vie antérieure. Je vous en dis pas plus, j'en viens dessus juste après. Ça va permettre de justifier sa maîtrise des armes et du combat, mais franchement, ça sort un peu de n'importe où, parce que dans le premier, on voyait pas ça. On va avoir leur fils, donc, Alex O'Connell. Clairement, c'est un MacGuffin vivant. Pourquoi? Parce qu'il va porter, pendant la plupart du film, le bracelet d'Anubis. Alors, ça permet de justifier le personnage, mais c'est fun quand même, parce qu'il va laisser des indices pour guider ses parents qui vont donner du rythme, pour qu'il puisse être retrouvé, parce qu'il va être enlevé par la secte qui a fait ressusciter Imhotep. Voilà, c'est un MacGuffin en fait, ni plus ni moins, c'est le personnage, ta gueule c'est magique. On retrouve le frère d'Emeline, Jonathan, toujours interprété par John Hannah, qui est toujours le sidekick relief comique, mais toujours très utile. Il va avoir le sceptre qui va devenir la lance d'Osiris. Alors c'est pareil, d'un point de vue histoire, c'est ramené comme ça, c'est d'un coup il a ce sceptre, c'est encore une fois ta gueule c'est magique. Bon, pourquoi pas, ça permet de faire enclencher l'histoire. On retrouve Ardette Bay, donc toujours interprété par Oded Fehr, qui est beaucoup plus présent, qui est le leader des Medjay à l'écran, qui va avoir une bataille contre l'armée d'Anubis vraiment importante, et j'ai envie de dire c'est même lui qui va un peu lancer l'histoire avec son arrivée à Londres. Et on retrouve les personnages donc d'Imhotep et de Anck-su-namun, donc toujours interprétés par Arnold Vosloo et Patricia Velasquez, et eux c'est un peu particulier au niveau de leur histoire. Pourquoi je vous dis ça? Sans rentrer trop dans les spoils, les acteurs étaient très heureux d'avoir participé au premier. Ils ont voulu forcément participer au deuxième, mais on a envie de les voir un peu plus. Bah oui, parce que Arnold Vosloo, au final, dans la moitié du premier, il est en CGI, on le voit pas. Et Patricia Velasquez, qui joue donc Anck-su-namun, on la voit très rapidement au début, et après on ne la voit plus.
c'est sa momie qu'on voit, donc pareil, on ne la voit plus. Et ben ils ont envie de revenir. Et donc bah, pour ce faire, le scénario va permettre de les faire revenir avec Aang Sunamun qui va être réincarné en Mela. Je rentre pas trop dans le détail, mais bon, c'est pareil, ça va amener son lot d'incohérences. Et on va faire revenir, donc, comme je vous le disais, Imhotep, mais il va pouvoir reprendre sa forme humaine très rapidement, même un peu trop, c'est même limite, c'est envoyé en 3 minutes. Bon, pourquoi pas. Par contre, le personnage d'Imhotep va être très intéressant avec justement Alex. C'est là où il va y avoir une certaine connexion entre, je vous disais, le personnage d'Alex et ses assaillants, et ça c'est quand même sympa à regarder. Et donc comme je vous le disais, on se retrouve dans un film qui veut en faire toujours plus. Donc on va tourner à Londres, qu'on n'avait pas eu dans le premier, avec une course-poursuite avec les bus impériales, qui est vraiment sympa, mais waouh, ça fait beaucoup. On va enchaîner avec un dirigeable dans le Sahara avec une tempête de sable. Pareil, très belle scène d'action. Mais waouh, toujours plus quoi, encore une fois. On va avoir la jungle avec les pygmées et un mélange encore une fois de plateau, d'animatronique, de CGI pour densifier l'horreur et le côté aventure. Donc vous voyez, on en est déjà à 3 scène majeure d'action, vraiment très grosse, et on est à peine aux 2/3 du film. On a un climax énorme dans une pyramide. Il va y avoir du combat, Imhotep qui va se battre contre Rick, il va y avoir les filles qui vont se battre entre elles, bon j'en dis pas plus. Très grosse scène aussi, le climax est énorme. Surtout que là je vous parle seulement des grosses scènes, il y en a d'autres, des scènes d'action qui vont être un petit peu dispatchées par-ci par-là, et c'est quand même, ça fait beaucoup, encore une fois, toujours plus. Alors après, 2-3 petites anecdotes, j'aime bien en donner, surtout une que je trouve vraiment importante pour moi, c'est que pour la musique, cette fois-ci, c'est Alan Silvestri qui va venir faire la BO. Et Alan Silvestri, vous le connaissez, c'est Retour vers le futur. Et donc, il va mettre une tonalité beaucoup plus héroïque, épique que le premier, puisqu'il, bah, donc, comme je vous le disais, il remplace Jerry Goldsmith. Une autre petite anecdote, c'est une information en plus, c'est que le spin-off sur le Roi Scorpion était validé avec The Rock avant même la sortie du film. Parce que l'arrivée de The Rock en acteur dans le film a fait un énorme buzz, à tel point qu'ils ont dit, bah, on va continuer à capitaliser, hein, on va faire du fric. Bah oui, on va faire du fric. C'est bien de gagner de l'argent, hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je fasse cette vidéo sur le Roi Scorpion. Ça peut être intéressant, dites-le moi en commentaire. Bon, bah voilà, le film est tourné, ils sont au taquet, et qu'est-ce que ça donne? Bah comme je vous le disais, une ouverture aux US très très forte, et au final, 435 millions de dollars dans le monde, donc il a fait bien mieux que le premier. Alors les critiques par contre, elles vont être beaucoup plus nuancées que le premier. On va dire qu'il est fun, qu'il est toujours bigger than life, hein, toujours plus, encore une fois. Mais surtout, on va dire que le scénario, il est surchargé, et que les effets spéciaux sont discutables, même à l'époque, on le dira. Alors mon avis, bah je le préfère pas au premier, hein. Pour moi le premier est meilleur, le rythme est d'enfer, il y a un super côté pop assumé, il y a un côté toujours plus comme je le disais, hein, je l'ai dit au moins 10 fois dans cette vidéo mais c'est vrai. Alors oui, il y a certains plans qui ont mal vieilli, c'est un peu ce qui le rend également attachant. J'ai du mal avec beaucoup d'incohérences dans l'histoire, ils ont voulu rajouter des choses, notamment sur l'histoire entre Aang Sunamun, Evelyn. Les réincarnations, j'en parle pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais je vous conseille quand même de regarder ce film parce qu'il est très bien. Et surtout, bah, on a The Rock qui se lance quand même en tant qu'acteur. On sait quel acteur il est devenu aujourd'hui. C'est pas le meilleur pour moi, mais c'est de là qu'il a commencé. Alors est-ce que c'est too much? Bah oui, bah bon, c'est aussi pour ça que je l'aime ce film, parce qu'il est génial. Moins bien que le premier, toujours mieux que le troisième. Va falloir que je le revoie. Mettez-moi un petit commentaire pour me donner de la force. N'oubliez pas de vous abonner aussi pour me donner de la force pour le regarder le troisième. Bon bah voilà, on a parlé du retour de la momie. Dis-moi en commentaire si pour toi The Rock en Roi Scorpion ça le fait, que ce soit autant quand il est en mode vivant ou quand il est en mode CGI. Si tu veux que je te parle de l'épisode 3, le Roi Scorpion, la tombe de l'empereur dragon, eh bah tu likes et tu partages cette vidéo et surtout tu t'abonnes. C'est pas grand chose, c'est un petit clic pour toi et tu me cliques bien aussi sur la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'était Shadow Cinéma, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.